Madame, Messieurs, vous regardez Al24 News. Merci d'être avec nous. Nous sommes ici présents au Centre international de conférences à Alger, Abdelatif Rahal, pour Connected Algeria, un événement dédié à l'accélération de la transformation numérique et digitale en Algérie. Nous avons parmi nous deux invités. Alors, je commence par vous, Monsieur Marwan Debeh. Vous êtes président du Conseil scientifique national de l'intelligence artificielle en Algérie, mais vous êtes aussi également professeur à l'université Khalifa d'Abu Dhabi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également Monsieur Mouloud Khalif, président du Conseil scientifique et technique d'Algeria Venture et expert en digitalisation. Bonsoir, Monsieur Khalif. Merci de l'invitation. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Debeh. Pourquoi Connected Algeria? Alors, c'est une très bonne question. C'est un événement qui a lieu sur 2 jours. Et pour mettre en place un peu la feuille de route autour du digital et de tout ce qu'on considère comme étant l'ICT à l'horizon 2029. Ces 2 jours-là sont l'occasion d'inviter un certain nombre d'experts qui viennent à la fois de l'extérieur de l'Algérie, des membres de la diaspora, j'en suis un, mais également des membres au niveau national des différentes instances, à travers des talks pour présenter un petit peu la vision de l'Algérie à l'horizon 2029, mais aussi ce qui est le plus important au niveau de cette organisation, des ateliers. Ces ateliers-là sont l'occasion de brainstormer avec un certain nombre d'intellectuels, de scientifiques, pour essayer de définir un petit peu la feuille de route qu'on veut développer à l'horizon 2029. Cette feuille de route, globalement, elle s'axe sur 2 priorités. La première priorité, c'est autour de l'IA, l'intelligence artificielle. Et des discussions sont en cours en ce moment pour essayer de définir comment l'Algérie peut jouer un rôle en étant un player au niveau de l'intelligence artificielle. Et cela se joue bien sûr avec des investissements au niveau de l'infrastructure. Donc des discussions ont lieu sur l'infrastructure, les besoins d'infrastructure, de calcul pour à la fois entraîner et servir ce type de modèle. Mais ensuite, un enjeu également beaucoup plus important, c'est tout ce qui concerne la connectivité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé cet événement Connected Algeria. Et d'ailleurs, c'est pour ça également que les ministères de tutelle de cette organisation-là sont liés au ministère des télécoms. Plus globalement, c'est les opérateurs télécoms qui apportent cette connectivité. Cette connectivité, aujourd'hui, on est à ce qu'on appelle l'horizon 5G. Et donc, les discussions qui ont lieu aujourd'hui, c'est ce qu'apporte la 5G dans cette feuille de route et également les cas d'usage qui sont très importants pour l'ensemble de nos concitoyens, mais également pour alimenter le tissu économique avec des startups qui pourront bénéficier de cette connectivité-là pour permettre à l'économie d'exploiter le tissu irrigué autour des autoroutes de l'information qu'on développe autour de l'Algérie. Voilà. Je vais passer à vous, Monsieur Khalif. Alors, on parlait d'économie. Donc, dites-nous à peu près un peu le rôle justement de cet événement sur le plan économique, sachant que l'Algérie déplore vraiment accorde une importance particulière justement à l'intelligence artificielle pour stimuler son développement économique. Absolument, je vais rebondir sur ce que vient de dire le professeur Debeh. Connected Algeria, c'est de la connectivité à plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a la connectivité au niveau de l'infrastructure, on vient de le dire, donc que ce soit la 5G, la fibre optique, tout ce qui est infrastructure qui est un petit peu le pipeline des nouvelles technologies et qui va donner cette base à tout l'écosystème. L'écosystème, il n'est pas uniquement fait d'opérateurs. Il n'est pas fait seulement d'entreprises, il est fait aussi de start-up, il est fait de multiples organisations, d'universités. Oui. Donc c'est tout un écosystème. On doit aussi penser aux talents qui jouent un rôle important. Donc cette idée de connecter tout cet écosystème en 2 jours, c'est la première fois que c'est fait en Algérie, donc ça a le mérite d'exister. Et je pense que cette vision 2029 qu'a le ministre des Postes et Télécommunications, M. Zarrouki, c'est la bonne vision de dire, à partir de l'infrastructure, qui est essentielle, on va être capable de connecter tous ces acteurs de l'écosystème. D'ailleurs, vous avez mentionné l'Algérie. L'Algérie est très bien positionnée. Il y a quelques jours, à Kigali, au Rwanda, il y a eu un événement international, en tout cas africain, au niveau africain, avec une déclaration de Kigali, où les acteurs africains se sont entendus, y compris les acteurs algériens, bien sûr, pour investir dans les nouvelles technologies et notamment l'IA. L'Algérie, de par
la taille de son pays, de la part la taille de son économie et de la part aussi de l'investissement qui a été fait ces dernières années. Il faut reconnaître quand même qu'au plus haut niveau du président de la République, au niveau des hautes autorités de l'État, il y a eu une prise de conscience et un investissement énorme qui a été fait en infrastructure, en développement également de talents. Tout à l'heure, je discutais avec le directeur de l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle. Il y a peu de pays dans le monde qui ont dédié une école entière à l'intelligence artificielle. Je pense que le professeur Debach me corrigera si je me trompe. Donc tous ces éléments-là font que sur le plan économique, tous les éléments sont en place. Il s'agit maintenant de les connecter, littéralement de les connecter et d'accélérer ce mouvement pour que d'ici l'horizon 2029, l'Algérie rentre, si je peux dire, dans la cour des grands. Voilà. Justement, alors, si vous pouviez rebondir, Monsieur Debach, donc de par votre expérience, justement, parlez-nous de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la stratégie nationale, donc si vous voulez, dans la transition numérique en Algérie. Donc, parlez-nous un peu, c'est un peu pour rebondir ce qu'a dit Monsieur Khalif. Alors, c'est un très bon point. D'ailleurs, ça a été explicité. Effectivement, l'Algérie a été un des premiers pays, voire le premier pays, à mettre en place une école, voire une université de l'école d'intelligence artificielle. Ce qui a été en fait un signal fort qui a été donné à l'ensemble de l'écosystème, de la volonté effectivement au niveau du président et du gouvernement, de former des talents qui seront l'élite de la génération future pour mettre en place l'intelligence artificielle. Suite à ça, on a développé ce qu'on appelle une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Le conseil scientifique de l'intelligence artificielle que je préside et qui a été mis en place en juin 2023 a en fait soumis une stratégie nationale qui a été annoncée le 7 décembre 2024. Dans cette stratégie, on a identifié l'ensemble des points manquants et les points qu'il faut développer au niveau algérien. On est arrivé avec 6 piliers au niveau de cette intelligence artificielle. Le premier pilier, qui est le plus important, réside dans ce qu'on appelle l'infrastructure. Et on a identifié effectivement un manque d'infrastructure pour permettre à l'ensemble des différents acteurs de pouvoir bénéficier de la capacité de développer des modèles IA qui sont très importants, mais également de pouvoir les servir pour des clients au niveau algérien. Et il est très important d'avoir ce qu'on appelle une infrastructure souveraine qui est localisée en Algérie au vu de ce qui se passe au niveau international. La deuxième chose également qui était très importante, c'est également développer une infrastructure pour pouvoir héberger les données. Oui. Et les données sont très importantes. Et cela doit se faire en collaboration avec les différents ministères qui sont concernés, que ce soit les ministères qui sont liés à la défense, à la sécurité, à la cybersécurité, mais également les agences du numérique qui sont mises en place au niveau national. Le troisième pilier qui était aussi très important à mettre en place, c'est une régulation et une gouvernance au niveau de la législation, au niveau de l'IA. Un certain nombre de pays l'ont mis en place. En Algérie, il faut la pousser un peu plus loin parce que nous avons des besoins très spécifiques du fait de notre positionnement. Un autre point également qu'on a mis dans cette stratégie, c'est la formation qui est très importante et en particulier l'attraction et la rétention des talents. Il y a deux choses qui sont très importantes en Algérie. Je pense qu'on forme des talents. Ce qui nous manque, c'est les retenir, qui ne partent pas, ou les faire revenir, qui est encore mieux. Et ça, c'est un rôle qu'on doit jouer en ce moment. Il y a également la volonté autour de ça de développer l'ensemble de l'écosystème à travers des startups et un fonds dédié à l'IA a également été proposé pour permettre d'enclencher ce processus. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, durant exactement le CTO Forum en février, il y a eu une annonce qui a été faite déjà par Algérie Télécom d'un fonds IA dédié au niveau des startups de l'ordre de 10 millions de dollars, ce qui est quand même un montant assez conséquent pour une entreprise unique. Oui. Et le dernier point, et c'est là où on vient exactement à comment on peut irriguer, c'est ce qu'on appelle les secteurs prioritaires. L'IA doit jouer un rôle pour promouvoir l'économie. On ne peut pas insérer l'IA dans tous les domaines. Bien sûr, on peut le faire, mais en Algérie, on a identifié un certain nombre. Et ces points-là sont autour de la cybersécurité, point 1. Deuxième, tout ce qui est en fait ce qu'on appelle le water management, la gestion de l'eau. L'Algérie a des gros problèmes hydrauliques et l'intelligence artificielle en termes d'optimisation de réseau peut jouer un rôle formidable. Troisièmement, c'est tout ce qui concerne l'agriculture et également le transport, le food supply de point en point, comment on peut gérer ça de manière stratégique. On a mis également un point qui est très important qui est autour de l'éducation. L'Algérie est un pays vaste. Pouvoir effectivement faire
de l'IA avec des tuteurs IA dans des endroits reculés. On pense aux zones un peu du Sahara qui nous concernent, dans lequel on ne peut pas staffer l'ensemble des professeurs, est très important. Donc il y a moyen de... La santé, qui est devenue également un enjeu extrêmement important pour nous. On sait tous les problèmes que l'Algérie a, en particulier au niveau des diabètes et autres maladies qui sont spécifiques, et dans lesquelles, grâce aux données qu'on utilise en Algérie et qu'on peut exploiter, qui sont très spécifiques en termes de maladies, on peut également formuler des thérapies, analyser un peu mieux ce qui se passe. Et donc là, je vais donner un peu un panorama de cette stratégie nationale. Et également, cette stratégie nationale est chiffrée. Elle est chiffrée en termes également de combien on peut apporter à l'économie et combien également il faudra investir. Cette stratégie-là a été annoncée le 7 décembre. On est en stade au niveau de l'implémentation, ce qu'on appelle la feuille de route. Et donc en ce moment, il y a des discussions pour l'exécution de cette stratégie-là. J'espère effectivement avec cet événement qu'on met en place que la digitalisation va servir de lancement à cet effort-là autour du déploiement d'intelligence artificielle. Je donnerai un exemple très simple pour vous montrer que la digitalisation Connected Algeria est un élément important pour que l'intelligence artificielle puisse être exploitée à son potentiel maximum. J'ai eu des discussions il y a quelques mois avec des collègues en Inde. Et l'Inde est un exemple très typique de nation avec des talents. Oui. L'ensemble des grands chefs d'entreprise, prenant Microsoft, prenant Google, sont des Indiens. Les gros acteurs dans ce qu'on appelle l'IA générative, le chat GPT pour ceux qui connaissent un petit peu ça, que tout le monde connaît, oui. sont les États-Unis, l'Europe et la Chine. Et l'Inde est manquante. Et une des raisons, après une bonne analyse, c'est que la structure digitale de l'Inde fait que la langue qu'ils utilisent est majoritairement parlée, elle n'est pas écrite. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu exploiter les données pour commencer à construire un potentiel IA assez remarquable. Ce qui vous montre l'importance de cette digitalisation, qui est le point de départ de cette plateforme, qui permet ensuite d'exploiter les données et d'entraîner et ensuite de créer ces modèles qui peuvent irriguer le tissu économique. Oui. Donc je rebondis justement sur le tissu économique. Donc comment, selon vous, comment faire de l'Algérie une nation connectée ? Alors je pense qu'elle est déjà connectée à un certain point. Donc on a quand même, encore une fois, il faut reconnaître les avancées des dernières années. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Mais comparativement à d'autres pays, si on se compare aux pays, à la moyenne africaine, l'Algérie est un pays très connecté, comparativement à la moyenne. Je pense qu'il faut continuer les efforts qui sont faits en termes d'infrastructure. Comme l'a dit professeur Debah, tout ce qui concerne la formation, les talents, la rétention des talents, il ne faut pas se le cacher, offrir des conditions pour que ces talents puissent s'épanouir. Tout à fait. Et moi, je pense qu'une des réponses, ce n'est pas la seule réponse, c'est justement le développement de l'écosystème des startups. Parce que mettez-vous à la place d'un jeune diplômé d'une grande école en Algérie, qui est sollicité peut-être pour partir, mais qui va aussi découvrir que peut-être il a une chance de créer une start-up lui-même ou de s'intégrer dans un projet de start-up avec un gros potentiel de croissance et pourquoi pas d'internationalisation. Donc ce jeune diplômé, il y a de grandes chances qu'il décide de rester. Donc cet écosystème de start-up, il faut le nourrir, il faut le développer, il faut le financer. Il y a toutes sortes d'activités qui vont permettre de lui donner une autre dimension. Et sans rentrer dans une bataille de chiffres, ce n'est pas tellement la quantité, mais c'est aussi la qualité des startups qu'il faut développer. Quand on parle d'IA, ce n'est pas n'importe quel type de startup. On parle de startups souvent de deep tech, donc des startups qui vont utiliser l'IA, qui vont utiliser la blockchain, qui vont utiliser IoT, qui vont utiliser toutes ces technologies qui vont graviter autour de l'IA. Et ces startups-là, il y en a beaucoup déjà en Algérie. Il y a beaucoup de jeunes start-upers qui ont des produits, des services qui sont très performants. Et là, peut-être qu'il y a un effort à faire du côté aussi des entreprises. Parce qu'on parle souvent des startups, mais on ne parle pas souvent des entreprises qui ont des besoins, qui ont des challenges, des défis en termes d'innovation. Il y a un concept qu'on appelle l'open innovation, l'innovation ouverte. Et l'idée, c'est que des grandes entreprises, des moyennes entreprises peuvent trouver chez les startups qui sont plus agiles, qui sont plus connectées aux nouvelles technologies, trouver des solutions innovantes, des solutions auxquelles peut-être leurs propres employés n'auraient pas
penser. Le cadre réglementaire, le cadre législatif Le permet. existe en Algérie. Maintenant, c'est aux entreprises, je fais un appel peut-être aux entreprises algériennes, qu'elles soient publiques ou privées, peu importe. C'est le moment de jouer le jeu. Mais il n'y a pas Jouer le peut-être jeu. une réticence par Les rapport à ça? réticences, c'est compréhensible. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez pas forcément l'habitude de gérer une Justement, comment relation avec démocratiser? une start-up. On perçoit peut-être un certain risque. Alors, les pouvoirs publics, les autorités ont facilité beaucoup. Il y a des mécanismes. L'organisation pour laquelle je suis président du conseil scientifique et technique, Al Jaya Venture, c'est un facilitateur. C'est un accélérateur, c'est un facilitateur qui peut mettre justement, qui peut jouer l'intermédiaire et faciliter la relation entre une entreprise et une start-up innovante. Et imaginez que ces start-up, si elles sont au contact de ces grandes entreprises, publiques, privées, et qu'elles commencent à régler les problèmes de ces entreprises, à leur trouver aussi des solutions auxquelles elles n'auraient pas pensé. Et là, il y a tout un écosystème qui se développe. Et ça règle aussi pas mal de problèmes. C'est, comme on dit, c'est win-win, hein, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'entreprise qui va avoir accès à des nouvelles technologies, à des innovations, à des talents, beaucoup moins cher que si elles avaient besoin de le faire en important des services ou des produits. Et c'est aussi un avantage pour les startups qui, dès le démarrage, ont tout de suite accès à une commande, qu'elle soit publique ou privée. Ils vont avoir accès aussi au développement d'une relation extrêmement professionnelle avec des entreprises. Il ne faut pas le cacher. Souvent, les jeunes entreprises, les jeunes startups n'ont pas aussi l'habitude de travailler avec des grandes entreprises et des grands groupes. Donc en fait, la facilitation, elle joue dans les deux sens. Donc ça peut être en tout cas une partie de la solution. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, justement, cette, je dirais pas réticence, mais qu'est-ce qui empêche justement cette cohabitation entre justement les startups et les grandes entreprises? Est-ce qu'elles ne leur font pas confiance? Est-ce qu'elles sont, peut-être parce que c'est nouveau, parce qu'on a toujours peur de ce qui est nouveau? Et donc, selon vous, qu'est-ce qui pourrait déclencher justement cette approche-là par rapport aux startups? Alors le problème déjà n'est pas spécifique à l'Algérie, il faut savoir. Oui. Hein. C'est un problème au niveau mondial où effectivement l'idée de se rapprocher d'une start-up pour développer un produit n'est pas quelque chose d'immédiat. Pour la simple raison qu'en général, on est dans une zone de confort, dans une grande entreprise. Les changements ne sont pas simples à mettre en œuvre. Et en général également, une petite entreprise, lui faire confiance, ce n'est pas quelque chose qui vient directement en termes d'idées, mais également d'appel d'offres. Il faut savoir que quelque chose que déjà l'Algérie a mis en œuvre, c'est d'imposer, dans le cadre d'appel d'offres, de pouvoir solliciter au moins des startups qui viennent pitcher leurs projets et ensuite qu'on puisse classer dans le cadre de l'appel d'offres et les pousser. Et je pense que ça, c'est une excellente initiative parce que ça déjà démontre la volonté des grands groupes de comprendre un peu l'existant. Pour beaucoup de grosses entreprises ici, il n'y a pas d'existant. On est habitué à faire appel à des grands groupes nationaux étrangers pour l'ensemble des requêtes, mais jamais pour une petite entreprise. Ensuite, il y a également le risque pour beaucoup de grandes entreprises de prendre une start-up. Et en général, quand on prend une start-up, il y a un risque, bien sûr, inhérent. Mais ce risque-là doit être pondéré par effectivement les gains potentiels qu'on a en n'étant pas en retard sur certains types de projets. Et je pense que c'est ces deux aspects-là qu'il faut pousser. C'est à la fois sortir de la zone de confort, et je pense que ce que le gouvernement a fait en imposant cet appel aux startups de rentrer dans le cadre d'appels d'offres et qui puissent pitcher leurs projets, permet déjà de mieux dialoguer entre les deux mondes qui se mettent en place. Et ensuite, au niveau du risque qui est encouru, il faut également qu'il y ait une bonne compréhension que tout projet a un risque. Et donc il faut au contraire solliciter des idées innovantes, voir un peu ce qui se fait. Il y a eu aussi une logique pendant un certain nombre de temps en Algérie du fait que beaucoup de gens pensaient que des startups n'étaient pas capables d'innover. Mon explication, c'est que beaucoup de startups, et ça a été un des défauts de l'entrepreneuriat en Algérie, a été ce qu'on appelle de l'import-export. C'est-à-dire que je prends quelque chose, je le brande comme un produit algérien et je le vends. Ce qui est une façon très facile. Je pense que depuis un certain nombre d'années, on voit des projets innovants venir des startups. Ce qui est un changement, parce que pour beaucoup de grands groupes, quel est mon intérêt de prendre quelque chose qui a été rebrandé, autant aller vers l'original. C'est-à-dire des des produits 100% changements de paradigme algériens, commencent à démontrer qu'il y a des solutions qui n'existent pas ailleurs. Oui. Et c'est formidable de le faire parce qu'aussi on a ce qu'on appelle des cas d'usage. La notion de use case commence à venir dans la mentalité des grands groupes, qui est de dire il y a des cas d'usage qui ne sont pas traités par l'ensemble des acteurs auxquels on fait face et avec lesquels on a interagi.
Et les acteurs locaux ont cette expérience des cas d'usage. Les problèmes d'eau sont très spécifiques Oui, à l'Algérie. oui. Il y a beaucoup de problèmes qui sont très spécifiques à l'Algérie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et la compréhension de ces enjeux-là est mieux perçue par les startups Oui. que par des groupes qui vont venir de l'étranger les importer. Je pense qu'il faut donner cette chance-là aux startups. Oui. Très bien. Par contre, là, je voudrais vous parler d'autre chose. Donc, un effort en matière de pédagogie, justement, du digital et du numérique s'impose en Algérie. On en parlait tout à l'heure. Donc, afin de démocratiser les besoins de transition numérique, quels sont, selon vous, les outils à promouvoir et quel rôle pour l'intelligence artificielle? Alors c'est une très bonne question. Dans le rapport et la stratégie nationale qu'on a mis en place, il y a eu cette pédagogie à faire pour pas seulement éduquer les étudiants qui, eux, de toute façon, dans leur enseignement, Ils sont déjà vont être dans le- confrontés, oui. mais également l'ensemble des acteurs qui travaillent déjà dans les entreprises à s'approprier les outils de l'intelligence artificielle pour augmenter leur productivité. Il faut savoir qu'au niveau gouvernemental, il y a eu déjà la volonté de mettre en place ce qu'on appelle des maisons de l'IA, qui sont des maisons qu'on met un peu partout, comme des bibliothèques, dans lesquelles un citoyen lambda On peut peut se- venir dans cette oui. maison de l'IA, Se familiariser avec ce qui se passe actuellement en termes oui. d'outils. Parce qu'on entend parler d'intelligence artificielle, Exactement. Mais après, sur le terrain, c'est autre Parce chose. que les gens doivent comprendre, Oui. tout comme il y a 25 ans, les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un ordinateur et une C'est souris. vrai. Et cette peur de la souris et du clavier a fait qu'on a dû former un ensemble de gens à comprendre comment tapoter sur un clavier. La deuxième chose, c'est également les annonces de Skill Centers qui a été faites. Et ça rentre également, donc le ministre l'a annoncé lors du Cité au Forum, mais également l'a restressé aujourd'hui. Ça, c'est également une pédagogie à mettre en place. Ensuite, je pense également que dans l'ensemble des discussions, des interventions, vous en tant que journaliste par exemple, il faut faire intervenir beaucoup plus de gens pour sensibiliser ce que c'est que l'intelligence artificielle, comprendre ce que c'est, ce que ça ramène, et aussi enlever la peur C'est ça. que l'intelligence artificielle ramène. Parce que Parce que ça reste nouveau quand même. Les gens ont l'intelligence peur. artificielle, Oui. c'est deux choses. C'est le robot Voilà. qui globalement va tuer. Va et remplacer deuxièmement, l'humain. Oui. va remplacer l'humain. Et donc il faut essayer de faire passer un message beaucoup plus progressiste sur le sens que cela apporte. Et comme le disent souvent des gens, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il faut acquérir, ou sinon ça va vous remplacer. Donc globalement, il faut le remplacer. Ce qui a potentiellement la chose de vous remplacer, c'est la personne qui a appris l'intelligence artificielle plutôt que vous. Ça reste un C'est humain. quelque chose Oui. qu'il faut effectivement maîtriser. Ah oui. Alors, on va finir avec vous, Monsieur Khalif. Donc, les opérateurs économiques du public et du privé ont une responsabilité dans la promotion d'une Algérie connectée. Donc, économiquement parlant, comment les inciter à s'impliquer davantage dans la stratégie nationale en la matière? Rapidement, Monsieur Alors Khalif. oui, ce sont des acteurs au même titre que les universités, que les institutions, etc. Mais je pense que les opérateurs privés et publics, les entreprises globalement, ont un rôle très très important à jouer. Parce que si on analyse si vous voulez, la chaîne de valeur d'une entreprise, elle va chercher des talents qui sont fabriqués, entre guillemets, par l'université ou par les centres de formation pour produire des biens et des services. Et souvent, elle récupère ces talents gratuitement. Ce n'est pas elle qui les a formés. Alors oui, il y a de la formation continue, il y a de la formation d'entreprise, mais on va récupérer des diplômés. Donc je pense qu'il y a une responsabilité sociale à redonner aussi. Alors comment est-ce qu'on peut redonner? On parlait de sensibilisation à l'IA. On peut former ses employés à l'IA. C'est ça. On peut se rapprocher. Nous avons la chance en Algérie d'avoir un ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle qui était auparavant ministre de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Donc quelqu'un qui est très sensibilisé à la question de l'IA, des startups et des nouvelles technologies. Donc on peut se rapprocher des centres de formation professionnelle au niveau local. On peut aussi contribuer en envoyant des employés, peut-être des gens qui sont plus habiles au niveau de l'IA, dans les universités, pour inciter justement les étudiants à... parce que on a parlé de l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle, on parle des grandes écoles d'ingénieurs, mais à mon sens, la formation, elle doit être
présente dans tous les secteurs. Tout à l'heure, on parlait d'université de droit, par exemple. Est-ce que les juristes, aujourd'hui, est-ce que les futurs avocats ont besoin d'être formés à l'intelligence artificielle? Oui, certainement. Oui. Donc, dans tous les secteurs, on a besoin de formation. Bien sûr, pas au même niveau. Oui. Mais un ingénieur va devoir être oui, beaucoup plus pointu que peut-être un avocat qui va devoir comprendre plutôt l'utilisation, les cas d'usage, etc. Et moi, je vais aller même plus loin. Je pense qu'on doit aller au niveau de l'éducation nationale. D'ailleurs, j'ai appris il y a quelques jours qu'il va y avoir un événement le 16, vous savez que le 16 avril, c'est Youm el-Ilm, c'est le jour du savoir, de la connaissance. Et donc, le ministère de l'Éducation, ici en Algérie, organise un symposium, un séminaire sur l'éducation à l'entrepreneuriat au niveau de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on voit dans certains pays, en Finlande, dans les pays scandinaves et dans d'autres, on voit qu'on commence à planter certaines graines très très tôt, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les nouvelles technologies. Donc il n'y a pas de raison que l'IA ne soit pas appréhendée, même dans les plus petites classes, pour que les enfants puissent jouer avec ça. D'ailleurs, il y a des clubs, ça existe. Moi, j'ai été l'année dernière, ou il y a 2 ans, à Béchar, et il y a un professeur d'université à Béchar qui a créé un club de robotique et d'IA. Et son public, c'est quoi? C'est les enfants de 5 à 13 ans. Donc, c'est des choses qui existent. On peut le faire avec les enfants et on peut les sensibiliser pour que lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, ça devient un outil naturel. Donc, effectivement, je vais rejoindre ce que vient de dire le professeur Debah. Il ne faut pas avoir peur de l'IA. C'est un outil. Il faut la maîtriser, comprendre comment ça fonctionne pour être capable de l'utiliser parce qu'elle ne va pas disparaître. Ça y est, elle fait partie. Il n'y a pas de résistance à avoir. Il faut l'adopter comme un outil de productivité, un outil qui va faciliter la vie au quotidien, qui va nous permettre d'être plus productifs, plus performants et qui va nous permettre aussi d'avoir plus de temps de qualité également en dehors du travail. Parce que si on est capable de faire en 1 heure ce qu'on faisait avant en 8 heures, ça veut dire que ça va libérer aussi beaucoup de temps. Donc les entreprises ont un rôle à jouer avec leurs employés, mais aussi dans l'environnement de manière générale. De manière générale. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Khalif, merci Monsieur Debah. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Al 24 News et restez connectés.